Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps il a sauté. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, on va parler d'AC Milan, donc on va forcément amener un supporter de l'AC Milan, un tifoso. Donc, j'ai appelé Johan. Comment ça va, mon copain? Salut, mon copain. Salut à tous. C'est belle une derrière toi, il faut le signaler. Baresi, voilà, on pense tous à lui. Voilà. Merci. Je savais que ça allait forcément attirer ton œil. Tu vois, t'es le premier à m'avoir fait la réflexion. On sent que tu as tout de suite la sensibilité milanaise. On le sent tout de suite. Il faut être fier de son histoire. Ah bah, et puis bon, là, on a parlé même sur la chaîne, mais bon, Franco Baresi, bon, là, c'est vraiment référence. C'est vraiment référence ultime. Donc voilà. Bon, mon copain, on va parler de quoi aujourd'hui? Puisqu'on va parler de l'AC Milan, on va parler d'une info qui est tombée il y a quasiment moins de 24 heures. L'AC Milan qui place Christopher Nkunku sur la liste des transferts. Donc, les copains, vous le savez, comme d'habitude, on fait le débat ensemble. Donc, vous commentez, vous likez, vous partagez. C'est toujours plus sympa si vous êtes avec nous. Bon, par contre, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, on le fera quand même et avec plaisir. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes là. Donc, je vois qu'on a Alpha Blue qui est présent. Tiens, on le salue. Évidemment. Donc, allez-y, les copains, faites comme Alpha Blue. Vous pouvez commenter, liker, partager. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force. C'est ce qui nous donne envie de continuer. Bon, maintenant que j'ai placé ça, spontanément, est-ce que pour toi, mon copain, l'AC Milan fait une erreur en plaçant Christopher Nkunku sur la liste des transferts? Alors, pour plusieurs raisons, oui. Pour moi, c'est une erreur. On est le 14 août. Pour moi, ce genre de transfert, ça doit aussi capital, en tout cas dans ce que ça va provoquer derrière, ça doit se réfléchir beaucoup plus tôt. Donc, je réponds oui pour ma part. Donc, ça va être le premier élément qui te fait répondre oui, c'est une erreur, c'est le timing. Avant même la qualité du joueur, le profil et tout ça, on va en parler, mais c'est le timing. C'est te dire au 13 août, puisque c'était hier que l'annonce est tombée, au 13 août, se rendre compte que Nkunku, tu n'en as plus besoin et que tu le mets sur la liste des transferts. Pour toi, c'est ça qui symbolise l'erreur. Exactement. Alors, juste avant, je souhaitais faire un petit préambule, c'est qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants de pourquoi et comment, parce qu'il faut quand même préciser que Nkunku, il est quand même mis à la porte de l'entraînement, donc il peut même plus s'entraîner avec le groupe. Il est même parti à l'aéroport là aujourd'hui, je crois, ou hier. Et du coup, là, on sait très bien. Là, on est sûr qu'il va partir de ce fait. Donc là, il y a quand même des éléments qu'on n'a pas, à mon sens, parce que mettre quelqu'un à la porte comme ça, un gars qui, semble-t-il, ne pose pas de problème, il y a sûrement quelque chose qui a dû se passer. En tout cas, j'ose l'espérer pour Nkunku, parce que sinon, je trouve ça assez injuste. Et du coup, oui, effectivement, moi, c'est le timing. Donc, on rappelle qu'Amorim, il est arrivé, j'ai regardé la date, il est arrivé le 16 juin à Milan. Donc, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'il est arrivé.
Donc, est-ce que c'est une erreur de sa part à lui? Est-ce que c'est une erreur de la part de la direction? Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis 2 mois, je pense que la décision aurait pu être prise. Nkunku, il a participé aux 2 derniers matchs amicaux. Il a pas été mauvais, même si les matchs amicaux, moi je me base jamais trop dessus, mais il n'a pas été ridicule, on va dire. Là, ça tombe hier. Voilà, on ne veut plus d'Nkunku. Alors moi je veux bien, moi j'ai pas de soucis sur des choix de coach, mais pour moi les choix de coach et surtout un choix comme celui-là, on parle pas du deuxième gardien de Milan ou d'un défenseur qui joue jamais. Non, je suis d'accord. C'est une décision qui aurait pu être prise et effectivement comme tu dis, je parle même pas à son niveau, on en parlera après. C'est une décision qui aurait dû être prise beaucoup plus tôt parce que ça va entraîner des choses derrière, quoi. Ah, là où je vais te rejoindre directement, c'est que oui, le timing, pour moi, ça interpelle. T'as raison de préciser, ça fait 2 mois qu'il est là, moi. Donc en 2 mois, je veux bien que peut-être dès sa prise de fonction, il décide pas directement du sort des joueurs parce qu'il veut les voir, il veut voir les attitudes, il veut voir tout ça. Ok. Maintenant, tu viens de le présenter, tu as quand même eu, allez, on va dire 1 mois et demi, un bon mois même, à leur contact pour pouvoir avoir, on va dire, une opinion un peu plus tranchée sur Nkunku, qui, on le rappelle, est un international, mais n'a pas participé à la Coupe du Monde. Donc on parle d'un gars qui a dû faire partie des premiers à reprendre l'entraînement depuis qu'Amorim est arrivé. Donc mettre autant de temps à avoir ça, déjà il y a un problème. Maintenant, tu l'as dit, on n'a pas les infos. On n'est pas insider. Maintenant, pour que le joueur soit mis à ce point-là à la porte, tu l'as dit, mais il y a les images qui circulent de son arrivée à l'aéroport de Milan pour quitter la ville, interdit d'entraînement. Là, on passe sur un truc disciplinaire, c'est pas possible. Pour que ça soit comme ça, c'est pas possible, parce que sur l'année dernière, on va être d'accord, mon copain, il y avait 0 problème avec Nkunku niveau comportement, même avec Allegri. J'ai même envie de te dire, moi c'est l'un des mieux, l'un des joueurs qui s'est le mieux comporté en deuxième partie de saison, là où c'était très compliqué pour Milan. Pour moi, c'est l'un de ceux qui a insufflé le plus d'énergie, d'état d'esprit, alors que d'autres, je vais parler de Pulisic, je suis désolé, mais Pulisic qui a été vraiment, pour moi, ridicule en deuxième partie de saison. Ah ouais. Il a deux passes décisives en 6 mois. Moi, j'ai trouvé vraiment... à l'image même de sa Coupe du Monde, hein. Sa Coupe du Monde est dans le prolongement, c'est-à-dire que c'est très décevant, on en attendait beaucoup. Il s'était réservé un petit peu pour cette échéance et ça n'a rien donné. Nkunku, c'est vrai, sur la saison, c'est un peu neutre. Mais vu qu'il joue peu, c'est ce que je suis en train de partager comme stat, quand tu vois le ratio de temps, et alors ok, il y a 32 matchs, mais les minutes de match en moyenne, c'est 43. Donc on n'est même pas sur un gars qui a joué la moitié du temps, quoi. Donc c'est compliqué de l'évaluer sur la saison dernière, je trouve. Tu l'as dit, il a 15 titularisations, 17 entrées en jeu. Donc voilà, il n'était pas forcément titulaire à chaque fois. Et pour moi, de ce que j'ai vu, c'était pas plus choquant qu'un autre. Après, on va se dire les choses. L'année dernière, à Milan, on ne trouve pas beaucoup de top dans l'équipe. Donc c'est assez... Dans la partie offensive, hein. On va être très très clair. Surtout dans la partie offensive. Ah ouais, tu peux autant trouver peut-être des satisfactions avec un Pavlovic, par exemple, qui a été meilleur que sur sa première saison. Tu peux trouver que la défense à 3, par moment, c'était plutôt bon. Maignan a eu un niveau intéressant. Par contre, sur les joueurs offensifs, Leao en particulier, mais Nkunku, pareil, c'est difficile d'arriver à se mettre en valeur. La place, c'est difficile de se mettre en valeur dans une équipe d'Allegri quand tu es offensif. Et surtout en deuxième partie de saison où c'était encore plus compliqué. Et tu l'as dit, offensivement, il n'y en a pas un qui a dépassé 10 buts en championnat. Donc je crois qu'il y a... Alors je l'avais noté, donc Leao il en est à 9, Pulisic 8 et du coup Nkunku à 7. Donc voilà, c'était quand même assez pauvre et de toute façon on l'a vu dans les matchs, voilà, c'était compliqué pour eux. Pas forcément que de leur fait, hein, on va l'entendre, mais Nkunku, pour revenir à lui, pour moi, il a mis l'implication, il a amené des déséquilibres quand il a pu le faire, parce que c'était assez poussif aussi côté Milan, mais
pour moi, il a fait une deuxième partie de saison, on va dire honorable. Dans ce qu'il a pu faire, il a fait deuxième partie de saison honorable. Donc une saison, et derrière on lui dit va-t'en. Bon. Moi, je n'ai pas de souci avec le fait là que le coach dise moi, c'est pas un joueur qui me convient. Mais il faut quand même remettre dans le contexte. Il y a un contexte pour moi, c'est que il y a ce timing qu'on vient d'évoquer. Il y a le fait que Milan ne joue pas avec des champions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à 15 jours de la fin du mercato avec un gars qui a quand même des références. On va pas, il n'a peut-être pas été assez bon la saison dernière, il n'a peut-être pas été mirobolant la saison dernière, mais il a quand même des références au haut niveau. Avec Chelsea, il l'a montré, avec Leipzig, il l'a montré. Donc, c'est quand même pas, ça a quand même pas disparu. Il est pas trentenaire non plus. Donc, non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En fait, c'est partagé. En fait, on va tous être partagés un peu sur ce truc, sur ce débat-là. Là, je suis en train de partager ces stats. Au global, on est bien d'accord. Les périodes à Leipzig, il fait partie des top players. Il fait partie des top players du moment. Il est quasiment meilleur buteur, si c'est pas meilleur buteur, voire MVP de la Bundesliga. Donc, on parle d'un joueur qui a atteint un niveau de performance très très haut. En soi, un bon joueur. Pas de problème, et même la saison dernière, on peut pas dire, c'est ce qu'on est en train d'analyser, on peut pas dire que sa saison elle soit catastrophique l'année dernière. Par contre, oui, il ne détonne pas par rapport aux autres. Il y a des circonstances atténuantes, on l'a dit. Il est arrivé en plus en fin de mercato. Ok. Maintenant, la réalité, c'est, moi, je vais te poser une question qui m'intéresse. Est-ce que pour toi, il était compatible avec le schéma d'un Amorim? Enfin, juste pour le terrain. Là, on a bien compris, le hors-terrain, c'est compliqué, machin. Mais dans l'équipe, dans le schéma tactique d'Amorim, est-ce que tu le voyais, par exemple, dans les deux joueurs en soutien d'un numéro 9? Est-ce que tu l'aurais imaginé comme ça? Ou vraiment, il y a aussi le côté tactique, Amorim ne lui voyait aucune place dans son schéma? C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que pour moi, en fait, il est capable d'évoluer à l'un ou l'autre des postes derrière l'attaquant. Donc, on sait que tout seul, en tant qu'attaquant, c'est pas du tout son jeu. Et il n'a pas été formé comme ça, en plus. Il n'a pas été formé comme ça, et surtout pas avec les profils qu'on a à Milan en ce moment. En tout cas, il n'y a pas de quoi faire. Mais pour moi, il est tout à fait capable d'occuper les deux autres postes. Donc, en plus d'un gars polyvalent qui peut être ou à gauche ou à droite, en tout cas, il est ni plus mauvais à l'un ou à l'autre, ou ni le meilleur à l'un ou à l'autre pour les détracteurs si on veut. Mais en tout cas, pour moi, il aurait pu être polyvalent. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'effectif à ce poste? Ça va être vite vu. On a Leao, on a Pulisic, Chukwueze qui peut dépanner à ce poste-là, même si on a vu que Amorim, dans son 3-4-3... Ouais, le voyait plus comme un piston depuis le début de la préparation. Le voyait plutôt comme un piston. Donc voilà, on a fait le tour en fait. On a fait le tour. Et plus en fait Amorim qui veut se séparer de Leao. Il en a remis une petite pièce dedans dans la machine hier ou aujourd'hui. Alors que Leao, en fait, ils veulent le vendre, et puis Leao ne veut pas partir, et puis, en tout cas, il y a des allers-retours pareils depuis 2 mois. Et puis on va le dire très clairement, il n'y a pas l'offre qui contenterait tout le monde, c'est-à-dire Milan avec un chèque aux alentours de 50 millions et une destination moins exotique, on va dire, pour Rafa Leao que Fenerbahçe ou Galatasaray. Donc on le sait, ce type de dossier, ça va s'accélérer dans les derniers jours et un club va venir, à mes yeux, peut-être que je me trompe, va venir et va poser le prix réclamé. Mais comme on est sur un jeu de dupes et qu'on sait très bien que Milan souhaite absolument le vendre, il y a peu de clubs qui vont aller, encore là maintenant au 15 août, spontanément aller sur les demandes de Milan. Donc c'est encore un espèce de poker menteur vraiment entre toutes les parties. Est-ce que ça va finir par faire partir Leao? Je pense. Moi, c'est ma sensation. Maintenant, c'est toujours la même chose. Si tu vas le faire partir le 30 août, on est comment en fait? Tu vois, c'est ça le truc. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont attendu ce dossier, que ce dossier se débloque pour que tout le reste se débloque ensuite. Bon, ils ont fait rapidement Ramos et Gila. Oui. Ils ont fait rapidement ces 2 dossiers-là. Bon, ok. Et après, j'ai l'impression qu'ils ont attendu ce dossier pour débloquer tout le reste. Sauf que là, comme tu le dis, on se retrouve piégé parce que les clubs savent très bien qu'on veut se débarrasser de Leao
Donc ils vont forcément attendre que le prix baisse petit à petit. Ils vont aller balancer une offre, allez 30, 35 vers le 28-29 août, et puis on va le lâcher. Bah oui, parce que Milan sera obligé. On rappelle que Leao, il lui reste 2 ans de contrat. Donc pour éviter les fameux casse-têtes avec il n'a pas prolongé dans sa dernière année de contrat et tout ça, Milan a décidé clairement de le mettre sur le mercato et lui aussi de le vendre. Par contre, c'est toujours la même chose. Alors, la manière dont ça a été fait pour Nkunku, on vient de le dire, c'est quand même un peu rude. Pour Leao, c'est pas la même. Bon, il y a un autre passif aussi. Leao a une autre histoire aussi à Milan. Mais de l'autre aussi, on le sait, il y a tout un tas de tifosi et sûrement certains qui vont regarder cette vidéo qui n'ont pas apprécié énormément, et je suis gentil quand je dis ça, les déclarations de Leao au début, avant le début de la Coupe du Monde, en faisant comprendre que Milan, c'est bon, c'était derrière lui et que maintenant, il se concentrait sur autre chose. Donc, là, il y a un vrai problème, et c'est vrai, moi, là où je vais aller dans ton sens, mon copain, c'est une erreur de le mettre comme ça, c'est que, vu que tu n'as toujours pas tranché pour Leao, putain, te mettre Nkunku déjà hors jeu, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Sauf, on va être obligé d'en parler 2 minutes, sauf si tu as une idée derrière la tête. Sauf si tu as une idée derrière la tête et que tu te dis, ok, Nkunku, je vais le libérer, ça va me libérer un salaire, tout ça. Il a une certaine cote, je vais pouvoir récupérer de l'argent pour investir sur autre chose. Et là, toi comme moi, en fait, au moment où on parle, on n'a pas le fameux successeur ou les idées du mercato milanais. J'ai envie de te dire que j'espère qu'ils ont déjà un coup d'avance sur ce qu'on a comme information, parce que effectivement, comme tu dis, Leao mentalement il est totalement débranché. Pour refaire la connexion, moi je vois pas. Là tu te coupes complètement de Nkunku, donc là t'as les deux qu'il faut remplacer. T'as 2 joueurs qu'il faut remplacer. Je te coupe juste 2 secondes, mais tu l'as dit tout à l'heure. En plus, t'as Pulisic qui sort de 6 mois infâme et d'une Coupe du Monde vraiment très, très moyenne. C'est pas GG quand même. Et dans quel état physique il va revenir, puisqu'il est censé revenir fin août. Et j'aime bien le signaler, mais Milan n'est pas en Ligue des Champions. Donc Milan n'est pas en Ligue des Champions. Donc comment on attire les joueurs quand on n'est pas en Ligue des Champions? Donc par son prestige peut-être, mais par l'argent aussi. Donc il va en falloir de l'argent. On va pas se mentir, c'est que pour les passionnés de football que le prestige peut avoir une truc. Maintenant, on le sait très bien, il va falloir que tu alignes. Et là, à ce petit jeu-là, Milan, comme tu l'as dit, vu que tu n'as pas l'attractivité sportive, puisque tu n'es pas qualifié en Ligue des Champions, tu vas devoir surpayer peut-être certains joueurs. Surpayer certains joueurs. Et moi, je sais pas comment on peut espérer peut-être si on les vend, parce que Nkunku, c'est pas sûr qu'on le vende. Leao, c'est pas sûr qu'on ait l'argent directement, parce que je voyais évoquer un prêt avec obligation d'achat, donc ça peut repousser l'argent à 1 an, voire plus. Donc, avec quel argent, je ne sais pas à quel niveau on est au niveau du budget des transferts, mais il va falloir quand même remplacer 2 gros joueurs en 15 jours. J'ose espérer que les pistes sont déjà chaudes. Alors, je vais peut-être te laisser évoquer une piste qu'on a vue passer. Il y en a du mal à y croire. Voilà, il y en a une qui m'a fait sourire et qui a fuité un petit peu. C'est la BBC qui a sorti ça, donc c'est pas non plus une source complètement farfelue, qui parle d'un intérêt de Milan pour Bruno Fernandes et avec une espèce de clause qui serait réservée, alors j'ai regardé un peu pour les clubs étrangers hors Première Ligue, qui serait aux alentours de 70 millions. Bon, toi comme moi, on connaît l'AC Milan, c'est pas un club qui a généralement l'habitude de mettre ce type de tarif-là. Par contre, d'accord, mon copain, Gonzalo Ramos, il est venu pour ce montant-là. Et on en parle depuis tout à l'heure, Nkunku, en 2026, il a encore une cote. C'est encore un joueur sur lequel tu peux, on va dire, récupérer de l'argent. Donc, moi, j'ai entendu la rumeur Bruno Fernandes. J'ai entendu aussi, je ne sais pas si tu l'as eu aussi tout à l'heure, mais d'un intérêt de la Roma dessus. Et donc, on pourrait envisager un échange saoulé Nkunku entre les 2 clubs qui seraient intéressés. C'est encore une idée, c'est juste qu'une rumeur parmi tant d'autres. Mais de l'autre, si Milan décide véritablement, et ce qui est le cas, de le mettre sur la liste des transferts, ça peut être aussi une monnaie d'échange, et comme on l'a dit, peut-être pour attirer, je ne sais pas si c'est meilleur, mais en tout cas, avoir une idée derrière la tête. Comme tu le disais, t'oses espérer,
moi aussi, j'ose espérer quand même que Milan ne part pas à l'aveuglette dans ces dossiers. Bah, totalement. Alors, rappelle-moi, j'ai plus le truc en tête, mais Amorim a entraîné Bruno Fernandes ou pas? Parce que ils sont non. Ils sont croisés. Non. Mais en tout cas, bon, ce qui rend la chose crédible, c'est que effectivement, comme tu dis, ils ont attiré quand même Gonzalo Ramos pour 75. Excuse-moi, pardon, mon copain, mais bien évidemment que. J'avais un doute, j'ai un doute. À Manchester, mon copain. Mais oui. Non, mais moi je cherche Sporting, c'est pour ça. Oui, j'ai compris. Mais... en fait, moi je suis parti sur le Sporting, mais en fait, on a juste oublié le dernier club. En fait. Donc, si. Alors, c'est repris, on n'a pas fait une belle boulette. Alors Carrick a bien fait. On va dire que Carrick a bien fait oublier Amorim. Oui. Ça, c'est voilà. C'est évident qu'Amorim, il n'a pas laissé un souvenir impérissable du côté de Manchester United. Mais voilà. Donc, ça crédibilise encore plus la piste. Donc, du fait que Milan a sorti 75 pour attirer Gonzalo Ramos et du fait que il y a l'affiliation un petit peu déjà entraînée, portugais, etc. Donc, on peut imaginer que ça puisse être crédible. Maintenant, moi, j'ai peur sur ce genre de dossier que ce soit quand même tard. Est-ce que Manchester va accepter de se séparer d'un joueur comme ça le 14 août Moi, j'ai quand même quelques doutes, mais je demande à voir. Moi aussi, pour le coup, j'aimerais bien avoir, on va dire, l'avis d'un supporter de Manchester United qui suit un petit peu, on va dire, même la prépa et tout ça. Moi, de ce que j'ai pu voir, en tout début de mercato, il y avait des possibles rumeurs d'un départ de Bruno Fernandes, mais passé la Coupe du Monde, j'ai pas entendu grand chose à ce niveau-là, et j'entendais plus à la limite une possibilité de le prolonger plutôt qu'un départ jusqu'à hier. Donc Bruno Fernandes, je sais pas, c'est une piste qui est forcément séduisante là-dessus. Maintenant, je l'ai dit aussi, tu as un Mathias Soulé aussi qui peut aussi correspondre à ce type de profil et sur lequel le Milan a été intéressé et la Roma semblerait intéressée pour Nkunku. Donc, il peut y en avoir plein des pistes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'Nkunku, vu qu'il ne va pas rester, Milan va monnayer le transfert derrière. Non, c'est ça. Après, faut espérer qu'effectivement, il y a un temps d'avance. Parce que là, moi, j'ai rarement vécu un début de saison comme ça. Je sais pas, je suis dans le flou complet par rapport à la stratégie milanaise. J'étais confiant. Non, j'étais pas sur confiant. Le début, c'est intéressant. Voilà. Même si on n'est pas, même sans être supporter, le début. Tu fais signer Amorim, tu fais signer Gila et tu fais signer Gonzalo Ramos. Voilà. Enfin, on est quasiment au 15 juin quand tout ça arrive. Bon, tu montres que tu es actif et que tu veux véritablement poser les pierres de ton projet. Un mois et demi après, c'est compliqué. C'est ça. En fait, on partait sur une préparation d'un club sérieux, solide, à la limite qui joue à la Ligue des Champions, même si c'est pas le cas cette année, mais en tout cas un club qui prépare sa saison, qui a le temps de construire son équipe. On passe de ça à un club de peut-être en gros qui va jouer le maintien, enfin même si c'est pas le cas pour Milan, mais style un club qui joue le maintien dans son recrutement, qui attend les bonnes affaires, alors que là il faut beaucoup mieux que ça, et d'autant plus avec, on a dit, le calibre des joueurs concernés, parce que il y a Leao potentiellement qui va partir, Nkunku qui va potentiellement partir, Fofana il manquera à personne. J'ai même pas envie de continuer à tirer sur l'ambulance, c'est bien, il y a un départ qui est en train de se préciser, franchement, j'ai rien de plus à dire. Là pour le coup, merci Ruben Amorim, merci, c'est sympa. Et Tomori, qui est numériquement remplacé par Gila. Donc là-dessus, moi je suis pas inquiet. Et j'ai vu donc Loftus-Cheek et Moussa avaient convaincu Amorim. Donc déjà, on sait qu'on partira avec ceux-là, même si Pas te mentir que Moussa, si on avait pu arrêter l'expérience, j'aurais pas dit non. Et Loftus-Cheek, j'ai l'impression en fait d'entendre toujours la même chose tous les étés, avec tous les coachs qui font Loftus-Cheek, on va le relancer, moi je vais y arriver. Parce que le problème, on sait très bien, Loftus-Cheek en soi, c'est pas un mauvais joueur. Le souci, c'est qu'il est en cristal et qu'il est incapable de pouvoir faire une saison à plus de 20-25 matchs. Donc c'est avec lui le remplaçant d'Nkunku derrière l'attaquant.
Ah bah, premier match contre, je sais plus c'est qui, contre qui, mais premier match c'est Loftus-Cheek qui sera là, hein, c'est sûr. Hein, donc, Non, mais là, c'est sûr et certain. Après, il y a aussi le cas de Santiago Giménez aussi, qu'il va falloir trancher. qui intéresse Porto, j'ai vu. Ouais, bah, c'est déjà bien, il intéresse un club déjà. C'est plutôt sympa. J'étais pas sûr du tout que Santiago, ça allait appâter le chaland. J'étais pas sûr. Hein. Mais écoute, ouais, j'ai vu ça, mais plus sérieusement, on voit bien que la stratégie du Milan, tu l'as dit tout à l'heure, dès le départ, intéressante et plutôt, Structurée. on a plutôt envie de voir ce qu'ils vont mettre en place. Et derrière, ouais, en fait, on attend toujours. Donc, on va pas être définitif dans ce débat-là en se disant que ça y est, le Milan a véritablement raté son mercato, puisqu'il reste 15 jours. Et c'est les 15 jours un peu les plus importants. C'est là où peuvent se décider tout un tas de deals. Donc, on va attendre. Mais après un départ intéressant, ouais, là, le mercato à l'arrêt, plus là, c'est communication. Je suis pas sûr. Et puis après, derrière, il y a un truc aussi. Hein. C'est que là, on est en train de dire que Nkunku, par exemple, il a de la valeur. Mais attention, là, tous les clubs sont au courant qu'en fait, Milan veut le virer complet. Donc, les clubs vont pas aller mettre 40 millions, 50 millions sur le dossier Nkunku, sachant qu'ils savent très bien que Milan veut qu'une seule chose, c'est s'en débarrasser. Mais c'est en ça qu'il y a une deuxième erreur stratégique, c'est que en fait, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans le vestiaire, mais tu le gardes pour toi en fait. Tu t'essayes d'aller prendre la température à droite à gauche, pas de problème. Ça, si tu veux t'en débarrasser, enfin les agences à faire, etc. Mais là, tu mets un gros warning en disant, bah, écoutez, même si vous mettez 20 millions pour Nkunku le 31 août, on va peut-être réfléchir quoi. Et alors que on l'a pris 35 il y a un an. Et c'est ça en fait qui est difficilement compréhensible aussi, c'est que la stratégie est mauvaise en fait. Et derrière, comme tu l'as dit, ben, il reste 15 jours. On se souvient des panic buys sur Jiménez à 35. Enfin, il y a eu notamment Jiménez à 35. Le panic buy, de toute façon, comme leur nom l'indique, c'est achat panique, c'est pas très bon signe. Dans la dénomination, c'est pas très bon signe. Et faire ton mercato comme ça, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des stratégies. Surtout que, autant, tu vois, moi qui suis supporter aussi de l'OM, je peux comprendre quand c'est la situation économique de l'OM. Où là, vraiment, il n'y a plus une thune, il n'y a plus rien. On économise même sur les tickets resto de Bruno Genesio. On sait jamais. Bon, pourquoi pas. Mais là, Milan, sans déconner, Milan, c'est quand même pas à ce niveau-là, tu vois. Donc là, on va dire être dans une stratégie où t'attends, où tu prends aucune décision, alors que tu as la surface financière pour pouvoir, je dis pas faire des folies, mais juste pouvoir, on va dire, verrouiller certains trucs. Je pense même à Estupiñán, qui au fin juillet doit partir, c'est bloqué, c'est ok. Mais vu que tu n'as pas le remplaçant, bon bah finalement on va garder Estupiñán. Donc ça montre bien que dans la manière d'anticiper, il y a de quoi flipper un petit peu quand même. C'est compliqué et après avec ça il y a d'autres questions. Mais alors on va peut-être débloquer le mercato avec les 14 millions de Reinders. Si Reinders est cédé en Arabie Saoudite, qui sait? Ça, c'est complètement fou. Redonne l'info. 14 millions pour c'est quoi? C'est la plus-value de... En fait, il y a une clause d'un pourcentage sur la revente qu'aurait Milan sur la vente de Reinders en Arabie Saoudite. Donc, alors, ne me demandez pas le nom du club, mais il est prévu normalement un transfert de Reinders entre 60 et 70 millions en Arabie Saoudite. Et donc, Milan aurait un pourcentage à la revente qui serait avoisinant les 14 millions. Donc voilà. Dans cette histoire, encore une fois, comment Tijani Reinders, qu'on adore tous, un côté milanais, il a pu prendre de la valeur après sa saison à Manchester City. Ouais, du mercato. Non, il y a du... Oui, bon, ça va surpayer aussi, mais bon, c'est... Ah bah écoute, là pour le coup, en plus, ça te rapporte 14 millions dans les caisses du Milan. Si tu ajoutes à ça, je pense qu'ils avaient dû faire à peu près la même chose pour le transfert de Tonali. Oui, c'est possible. J'ai pas l'info, mais... Et vu qu'en plus, il y a une belle plus-value même pour Newcastle, qui l'a revendu plus de 100 millions du côté de Tottenham. Donc, il y a aussi ça. Donc, c'est pour ça. Si on parle de tout ça, c'est que le contexte financier économique à Milan, on le sait, on a eu des étés qui étaient beaucoup plus compliqués. Vraiment beaucoup plus compliqués. Là,
te fait comprendre quand même qu'il y a le budget nécessaire, tu as fait déjà des ventes, et au final, on en revient à cette espèce de mercato d'épicier où au 14 août, bah, tu as des dossiers en stand-by. Et puis attention, hein, mon copain, moi j'attends de voir avec attention le retour de vacances de Mike Maignan à Milanello. Hein. J'ai bien vu tout un tas de postes, tout un tas de supporters qui ne vont pas apprécier l'attitude de Maignan de ne pas être venu pour les obsèques de Baresi en tant que capitaine. Il a renvoyé d'un revers de main, genre non, c'est bon, je suis en vacances, j'ai pas que ça à faire. Et Attention. oui, il y a quelques petits signaux faibles, même de sa part, même hors ça. Hein, je lis 2-3 choses qui sont pas hyper encourageantes. Donc il y a ça, il y a Pulisic qui va revenir le 31 août. Enfin, en gros, on va perdre un bon mois et demi à cause de ce retard à l'allumage là. Donc ça va être déjà très compliqué au démarrage. Et attention, parce que ce mois de septembre arrive déjà l'Europa League. Donc il va y avoir un match tous les 3 jours. Donc si on n'est pas prêt, on risque de commencer une saison au mois d'octobre avec déjà des points dans la vue. Alors la saison Europa League, elle est longue, donc c'est un avantage. Oui, en plus avec la phase de poule, avec la phase de groupe, voilà. La phase régulière, bon, tu as le temps de pouvoir, faire. Mais la Serie A, pour moi, il va pas falloir relouper le train de la Ligue des Champions encore cette année, parce que sinon, on voit déjà ce que ça donne cette saison avec des joueurs qui veulent partir, mais comme Milan a fait une saison cataclysmique, ils partent pas parce qu'ils n'ont pas d'offre. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. Heureusement, on dit merci à Modric d'avoir voulu continuer une année. Oui, après nous on adore, mais ça montre aussi un peu les limites aussi en fait, de cette gestion-là. Et puis bien sûr que Amorim, tu lui poses la question, est-ce que tu veux Modric dans ton équipe? Il va pas te dire non en fait. Bien sûr. Maintenant c'est pareil, est-ce que Modric c'est vraiment compatible avec le style de jeu mis par Amorim et avec un pressing très haut, tout ça? Je sais pas, moi je veux bien. Hein. De base, moi je veux bien laisser, on va dire, faire confiance sachant son produit. Voilà, sachant son produit, pas de problème. Par contre, là, dans tout un tas de trucs, et on l'a dit, même en off à plusieurs reprises, toi et moi, l'importance des pistons, pas avancé. Tu n'as toujours pas avancé sur ces 2 dossiers-là. Et pour moi, dans le système encore plus d'Amorim, ça me paraît compliqué de repartir avec Barthézaghi, Estupiñán et Selmaker, Chukwueze comme piston. Là-dessus, je te rejoins. Moi, je suis pas convaincu. J'ai du mal à comprendre pourquoi se signer avec ce système quand t'as pas les joueurs pour, et d'autant plus, comme tu dis, pour moi, c'est capital. Ces 2 postes sont capitaux dans ce système-là. Donc, on le voit avec Inter. C'est pas pour faire la comparaison, mais on l'a fait quand même parce que on le voit avec Inter. C'est essentiel. Donc moi je ne comprends pas l'entêtement à ce niveau-là. Après bon, peut-être qu'il aura raison. Moi, comme tu dis, je laisse sa chance au produit, mais en tout cas s'il y a échec à ce niveau, au niveau du système, et qu'on voit que le système ne marche pas, on ne sera pas du tout étonné en fait, parce que on a. En fait, la vraie question, je vais te dire, c'est que moi je veux bien. Moi je suis entre les deux, c'est-à-dire que Amorim arrive sans aller, je suis pas un spécialiste, mais c'est plutôt un dogmatique plutôt qu'un pragmatique. Donc il arrive avec sa valise et sa méthode qui a fonctionné super bien au Sporting, qui n'a pas marché du côté de Manchester United, pour plein de raisons, c'est même pas ça, mais c'est qu'il arrive avec sa méthode. Donc avec son schéma de jeu bien établi et sa manière de voir le football. Et là où je vais avoir un problème directement pour pouvoir l'évaluer, c'est que si en gros, il n'a pas les joueurs pour pouvoir jouer, je vais avoir un problème. Si par contre, dans sa communication, le gars me dit « Moi, ça me va très bien, Barthézaghi, Estupiñán, Selmakers et Chukwueze », là, en fait, je vais baisser ce niveau-là en disant « Écoute, tu es très content et tu l'as dit publiquement et tu t'en es félicité et personne n'a été recruté. » Par contre, si on se retrouve avec ces gars-là par défaut, forcément, Amorim, je vais avoir de l'indulgence pour lui parce que je vais me dire « Attends, il arrive et on lui met pas un minimum de qualité au poste où il a besoin. » Tu vois. C'est un peu le sens de son discours. J'ai regardé, il a eu un discours il y a 5 jours en disant que, je sais pas si c'était la com ou qu'il était
content de son effectif. Bon, on l'a vu depuis qu'il n'était pas si Il y en content. a trois déjà. Je sais pas comment il était content, mais il a une manière bizarre d'être content, hein, Ruben Amorim. Franchement, je sais pas. Mais... Donc, non, mais c'est ça qui rajoute à mon inquiétude en fait, c'est que c'est totalement à l'opposé du discours. Mais en tout cas, de ce côté-là, on voit pas de rumeurs arriver. En tout cas, ni à droite ni à gauche, on voit pas de rumeurs ni de départ, puisque le cas Estupiñán semble résolu par défaut, on va dire. On part pas, mais ok, mais on en fait quoi en fait de Pervis en fait, ça reste, c'est lui le titulaire, enfin voilà, on veut comprendre en fait. Donc s'il n'y a pas de rumeur de départ, pas de rumeur d'arrivée, on considère que ça le satisfait d'avoir ces deux joueurs, ces deux doublettes-là au poste. Moi, perso, j'ai peur que ce soit léger, mais après, voilà. On les a vus, les joueurs. Hein. On l'a vu l'année dernière. Alors, ok, je veux bien, c'est pas les mêmes entraîneurs, loin de là. Non, c'est pas les mêmes systèmes, c'est pas les mêmes visions de jeu, il n'y a pas de problème. Mais on a vu aussi quand même une bonne partie de la saison Milan jouer avec des pistons et donc avec ces mêmes joueurs-là en fait, sauf Chukwueze qui était parti à Fulham. Mais sinon ces joueurs-là on les a vus, donc ok, je veux bien dans une autre animation ça peut marcher. Encore une fois, je veux bien donner sa chance au produit, mais personnellement j'y crois moyen en vrai. Vraiment, Saelmakers, on va tous être d'accord, on a tous vu, on l'a vu à tous les postes, arrière droit, piston, ailier droit, enfin tout ce que tu veux, il a fait tout côté droit. On est tous d'accord, c'est un joueur moyen. C'est un très bon joueur au Torino, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Je peux pas dire, mais il avait été bon à la Roma. Il avait été bon à la Roma, c'est peut-être un peu dur pour la Roma. Mais la Roma a eu son trou aussi, hein. Donc bon. Il avait été bon à Bologne aussi. Voilà. Voilà. Bologne, parfait. Voilà, qui retourne à Bologne. Ouais, mais ça montre quand même, mine de rien, pour répondre à notre question, oui, Milan fait une erreur en fait, en écartant aussi vite. Tu te coupes d'une solution. Et en plus, on l'a plus ou moins dit dans le débat, mais en ne se posant pas une demi-seconde la question pour Pulisic. Et vraiment, Pulisic, il a été conforté limite. Bravo pour ta saison, Christian. Franchement, c'était génial. Alors qu'on est tous d'accord, les 6 premiers mois sont très intéressants. Ouais. Les 6 derniers, il n'y a personne. Quoi. Et il a eu des déclarations en plus que c'était tendancieux avant la Coupe du Monde en disant, en faisant presque comprendre qu'il n'était plus trop impliqué dans le projet non plus. Donc moi, c'est pour tout ça, tout ce qu'on a dit, que un mec qui est impliqué, tu te coupes de lui, tu te coupes de la solution éventuelle. Tu peux te dire, je vais pas vendre Léao, donc je vais essayer de faire de l'argent sur Nkunku, ou je vais pas vendre. Peu importe, tu peux tout te trouver comme solution. Mais là, tu te coupes définitivement du truc et tu vas faire une moins bonne opération parce que forcément les clubs le savent. Donc, je viens de dire, franchement, là, je suis un club intéressé par Nkunku, clairement, j'arrive moi perso en vainqueur. Attends, je sais que toi tu es en galère, donc attends, maintenant ça va être à mes conditions, pas aux tiennes. Exactement. En fait. Donc c'est là pour le coup, c'est là que Milan fait une erreur. Qui plus est, dans le timing, on l'a dit dès le départ de ce débat, t'as pas en plus les joueurs nécessaires dans l'effectif. Alors la seule chose qu'on va leur laisser, c'est peut-être qu'ils ont un plan B, un plan C, un plan D, et on discutera de ça au 1er septembre, une fois que le mercato sera terminé, et on pourra évaluer définitivement la stratégie mercato du Milan. Mais là, au 14 août, force est de constater, mettre Nkunku sur la liste des transferts comme ça, de cette manière, toi comme moi, on est d'accord, c'est une erreur. Alors que pourtant, au départ, je tiens à préciser que j'étais plutôt dans le truc, je m'en foutais un peu. Mais plus on y regarde, l'effectif, les valeurs, machin, et la manière de faire, ouais, non, franchement, c'est une erreur. C'est une erreur de faire ça. Alors, c'est une erreur, et puis, il y a déjà ça, donc J-15, là, faut bosser, les amis, pour aller faire un mercato digne de ce nom et construire une équipe digne de ce nom. Et c'est une erreur aussi, parce que j'ai mon pauvre maillot de Nkunku qui va mourir dans le placard. Voilà. Il y a Alphabou qui nous dit, si je me trompe, Johan, un maillot Nkunku, il faudra enlever le flocage. Voilà, c'est comme les tatouages, quand tu te le fais enlever le tatouage, là en fait t'enlèves juste t'enlèves juste les petites. Ou alors sinon tu fais du lavage spécial dans ta machine à laver pour vraiment bien mettre ce qu'il faut sur le Nkunku. Tu garderas. Il avait le maillot, il avait le numéro combien 19, non 19. Ah oui, 19, exactement.
Ouais, ce sera collector. Ah ouais, il sera collector. C'est ce que tu peux te dire. Bon, il aura fait au moins une saison, il aura mis 7 buts. Bon. Ouais. J'espère. Mais c'est sûr que là, j'avoue, mon copain, ça n'a pas été le choix stratégique le meilleur que tu as fait en choix de flocage de maillot. Pas le nez. Après, mon copain, on le sait tous, hein, on jette la pièce. Hein. Exactement. Même un Sandro Tonali qui était attaché au Milan et tout ce que tu veux, il est resté 2 ans. Hein, donc 3 ans. Donc bon, tu vois, on peut comprendre qu'Nkunku soit parti. Mais voilà, pour répondre à notre débat, oui, c'est une erreur de la part de Milan. Et on attend de voir. Mais on est quand même vachement sceptique pour plein de raisons et sur plein de postes. C'est pas très très bon signe côté Milan. Mais on va leur faire confiance. Hein. Peut-être qu'ils ont un super plan B et que Bruno Fernandes est en route pour Milanello. Ils échangent les avions avec Nkunku, c'est ça? Moi, si c'est ça, je vais pas te mentir, je vais pas pleurer Christopher. Moi je serais un petit peu rassuré aussi quand même. Mais bon. Maintenant, si ça se termine, on prend Aminarit. Ouais, là, par contre, là, je te le dis, je vais faire la gueule. Hein. Je suis obligé forcément de remettre un joueur de l'OM. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, un joueur de l'OM, vous pouvez y aller. Allez-y, hein. Tout est à vendre, hein. Tout doit disparaître. Il y a déjà Hubert qui a été évoqué. Hein. Je sais pas pourquoi, mais. Ah oui, c'est vrai. Bah, supporter milanais, je vous le souhaite pas. Franchement, non, je vous le souhaite pas. Pierre-Emile, non. Non. C'est pas une bonne idée. Surtout avec le salaire qu'il a, je vous le garantis, c'est pas du tout une bonne idée. À plus de 500 000, pas une bonne idée. Ça rappelle Strootman. Oh. Bref. On va s'arrêter là, mon copain. Bon, merci à toi d'avoir participé à ce petit débat Milan. Merci à Alpha Blue d'avoir été particulièrement actif sur le chat. Il nous a même dit la parenthèse de la Coupe du Monde me manque déjà, place à la réalité du championnat régulier. On sent qu'il est un peu. Ça va être dur. L'OM, ça va être dur. Hein. Je le comprends. Mais. Ah, mais supporter de l'OM, Alpha Blue, je l'ai pas ça. Oui. Ah ouais. Mon copain, je le comprends. Moi aussi, Milan, je suis pas très enthousiaste, hein, mais bon. Ouais. Mais encore une fois, Milan fait pas encore des économies sur les tickets resto de Ruben Amorim. Je la replace. Alors que du côté de Bruno, fais attention, tes tickets à 6,30, fais gaffe, ça peut vite sauter. C'est parce qu'il n'y a pas de tickets resto en Italie. Pas mal. Très bon. Très bon ça. Bon, merci à toi, mon copain. C'est très bon. Merci à tous d'avoir participé. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Ça va être dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc, allez-y. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.